Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Une nouvelle décision de justice qui vient nourrir le débat sur l'euthanasie. Morten Jensen a été acquitté. Ce Danois de 37 ans était jugé pour avoir aidé son épouse à mourir. Elle était condamnée par un cancer et avait exprimé elle-même le souhait d'en finir. Un coup d'arrêt à l'ouverture des magasins le dimanche. La Cour d'appel ordonne la fermeture de plusieurs dizaines de commerces d'un centre de Villacoublay. Le jugement devrait faire jurisprudence, satisfaction des syndicats et des petits commerçants des environs. Airbus dans la tourmente. Un nouveau retard est annoncé dans la fabrication de l'A380. Plusieurs compagnies aériennes demandent des indemnités. Le titre s'est effondré à la bourse. Il a perdu un quart de sa valeur en quelques heures. La faillite économique des territoires palestiniens. Alors que les affrontements continuent, des fonctionnaires ont pris d'assaut le Parlement pour réclamer leur salaire. Nous verrons que des jeunes Palestiniens se font délibérément emprisonner en Israël pour être nourris et passer des diplômes. En France, le gouvernement confronté à un nouveau soulèvement de sa majorité. Les députés UMP refusent la privatisation de Gaz de France, préalable à la fusion avec Suez. Ils craignent une hausse des tarifs. Notre invité, Jean-François Copé, ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. Bonsoir et à tout à l'heure. Enfin, au lendemain de son match nul décevant face à la Suisse, l'équipe de France, vivement critiquée, ne veut pas sombrer dans le pessimisme. Les joueurs ont retrouvé l'entraînement aujourd'hui. L'Espagne, elle, a fait une entrée en fanfare en battant l'Ukraine tout à l'heure 4-0. D'abord donc ce procès très suivi devant la cour d'assises d'Angers. Il était question une fois encore d'euthanasie. Le Danois Morten Jensen risquait 30 ans de réclusion pour avoir accéléré la mort de son épouse atteinte d'un cancer généralisé. Elle-même en avait fait la demande. Son mari était d'ailleurs soutenu par sa belle famille. Il a donc été acquitté. Il est reparti libre. Sur place, François Privat, Fabien Tormos. Acquitté. Morten Jensen tombe dans les bras de ses proches, dont les parents de son épouse, Emmanuelle, qu'il reconnaît avoir aidé à mourir le 11 janvier 2003, alors que la jeune femme était atteinte d'un cancer en phase terminale. Aujourd'hui, c'est pensé toute la journée d'elle, mon fils. C'était très dur de répéter tous ce qu'on a eu comme souffrance. 40 minutes à peine de délibération pour un acquittement. Au terme d'une audience où fréquemment les jurés, 8 femmes et un homme, n'ont pu retenir leurs larmes à l'écoute du récit de la maladie d'Emmanuelle. En danois, Morten Jensen revendique ouvertement avoir injecté à sa femme en quelques secondes une dose de Tranxène et de morphine prévue initialement pour 24 heures. Un acte d'amour selon lui. On pouvait espérer un geste totalement humain des jurés. Et justement, c'est eux qui ont remis le curseur d'une loi qui n'est absolument pas adaptée. Ça veut dire qu'il va falloir revoir la loi ? Disons que la loi est peut-être en fin de vie. Satisfaction aussi des membres de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, présents à l'audience. Il n'est pas coupable, ce n'est pas un assassin. Donc je crois que c'est l'essentiel. Il a aidé sa femme à mourir, il ne l'a pas tuée. 2 acquittements dans des affaires similaires ont déjà été prononcés devant les cours d'assises du Var et de la Vienne. Mais c'était en 1992. Et depuis, l'affaire Imbert a rouvert le débat autour de l'euthanasie. Économie, la décision devrait changer la donne en matière d'ouverture des magasins le dimanche. La Cour d'appel de Versailles a ordonné aujourd'hui la fermeture de 64 commerces d'un centre commercial de Villacoublay. Un complexe ouvert il y a 20 ans et qui bénéficiait d'un flou juridique pour les syndicats. C'est une victoire. Stéphane Despinois, Catherine Juste. Cela fait 20 ans que ce centre commercial ouvre ses portes le dimanche. Et selon la justice, cela fait 20 ans qu'il est dans l'illégalité. Les magasins de prêt-à-porter ne peuvent employer les salariés le dimanche. Pas de quoi donc rassurer ses employés sur leur avenir. Moi j'ai des employés qui travaillent le dimanche, qui sont bien contents de le faire. On m'a jamais dit on ne peut pas travailler le dimanche. Le salaire il est en conséquence. Donc pour nous c'est dramatique. Selon les commerçants, plus du tiers du chiffre d'affaires est réalisé le dimanche, d'où les inquiétudes. Le problème, c'est qu'avec la fermeture du dimanche, on ne peut pas se permettre de garder tous ses employés. Donc déjà, on en a renvoyé 2. On s'est arrangé avec 2 employés pour les licencier. Et là, justement, on est en train de pourparler pour en retirer encore 2. Dans son arrêt, la Cour d'appel ordonne la fermeture de 64 magasins sous peine de devoir payer 1 000 € par salarié et par ouverture dominicale illégale. Les commerçants jugent la loi désuète. Si 75% des franciliens demandent à faire leurs achats le dimanche, la loi doit s'adapter à eux et pas eux à la loi. Les clients, eux, sont bien sûr partagés.
C'est pratique pour le client parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans la semaine et c'est leur seul jour pour venir faire leurs courses. Le dimanche, c'est plus du repos, de la promenade que de faire les magasins. On a quand même du lundi au samedi. En tout cas, la Fédération de l'habillement, elle, applaudit le jugement. Vous savez, on a droit à ouvrir 5 dimanches par an, pas plus. Et il y en a qui trichent depuis une vingtaine d'années. Alors on a décidé que ça suffisait et qu'on allait faire le nécessaire. La loi, rien que la loi, c'est tout. Un peu embarrassés par ce dossier dominical, les juges renvoient tout de même la balle aux députés. S'il le faut, c'est à eux d'adapter la loi et de choisir la bonne pointure. Économie toujours avec les déboires du géant des airs, l'Airbus A380 qui plonge le groupe EADS dans une crise de confiance. On a appris hier soir que la fabrication de l'avion était retardée pour des raisons industrielles. Ça n'est pas la première fois. Du coup, les compagnies clientes s'impatientent. Elles réclament des compensations financières. Le titre s'est effondré aujourd'hui en bourse. Frédéric Monteil, Isabelle de Lyon. L'A380, le plus gros avion de ligne du monde, se fait aujourd'hui tout petit. Car les délais de fabrication affichent 6 à 7 mois de retard. Seulement 9 appareils seront livrés à temps l'an prochain, contre 20 à 25 prévus initialement. Ce matin à Toulouse, silence total de la direction d'Airbus. Pour certains syndicalistes, le retard n'a rien d'inquiétant. Qu'est-ce que c'est que 6 mois dans l'histoire d'une vie d'un avion qui va assurer les 50 prochaines années du succès de l'entreprise? C'est rien au bout du bout. Un rien qui risque de coûter très cher. Car à 240 millions d'euros l'avion, les clients risquent de se montrer un tantinet exigeant en indemnité de retard. EADS, la maison mère d'Airbus, estime qu'elle va perdre 500 millions d'euros par an jusqu'en 2010. 2 milliards d'euros de bénéfices en moins. Cet après-midi, à la clôture de la bourse, le titre du groupe EADS s'effondre, moins 26%, l'équivalent de 6 milliards d'euros envolés. L'onde de choc est même mondiale. Émirats Arabes Unis, Singapour, Malaisie, Australie, tous les clients ou presque renégocient leurs contrats et menacent d'acheter des Boeing. Le premier A380, lui, doit être livré ici, à Singapour, en fin d'année, théoriquement sans retard. Encore des mesures contre les chiens dangereux. Elles ont été annoncées par Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, à la sortie du Conseil tout à l'heure. La liste des chiens à risque sera prochainement complétée pour y inclure les animaux issus de croisements avec des races jugées dangereuses. Les chiens pourront être capturés grâce à la généralisation des matériels tels que des pistolets à impulsion électrique. Cela dit, il faut savoir qu'il n'existe en France qu'une seule brigade de capture vraiment spécialisée. L'une de nos équipes l'a suivie dans le Val-de-Marne lors d'un flagrant délit. Et vous allez le voir, il faut avoir les nerfs solides. Reportage Yasmina Farber, Eric Mézy. La brigade de capture des chiens dangereux part en intervention. Par peur des représailles pour leur famille, tous ont souhaité garder l'anonymat. Ces hommes travaillent aussi bien sur des affaires criminelles que sur des accidents occasionnés par des chiens. Il y a un enfant qui a été mordu par un chien. Apparemment, c'est un chien de race bulldog américain. Le commissariat de Vincennes, chargé de l'affaire, a appelé ses spécialistes en renfort. Le chien qui a blessé l'enfant est au domicile de sa propriétaire avec un autre animal. Il faut les sortir de chez eux. La propriétaire n'arrive pas du tout à maîtriser son chien. Les policiers vont devoir utiliser le lasso. Au bout du collet, au moins 55 kilos de muscles. Dans cet endroit clos, les policiers ne sont pas très à l'aise. Ce croisement entre un dog argentin et un boxeur américain n'est pas commode. Il défend son territoire. Légalement, cette boule de nerfs n'est pas classée comme chien dangereux. L'opération aura été stressante des deux côtés. Bon, ça peut paraître un peu brutal, mais malheureusement, sur ce genre d'animal, on ne peut pas prendre de risques. Au moment de l'accident, la propriétaire ne tenait que son deuxième chien en laisse. Non, en fait, mon chien a voulu sauter sur un autre chien. La dame avait un enfant et en fait l'enfant s'est décalé et du coup il a pris le coup de griffe qui n'était pas du tout destiné à lui.
Pour l'enquête, la brigade doit contrôler les papiers de l'animal et surtout son pédigré. Des fois on a affaire à des chiens un petit peu mélangés, on ne sait pas trop dans quelle catégorie ils peuvent se classer, il y a une incertitude. Et en fonction de ça, nous avisons le parquet qui prend sa décision sur le devenir du chien. Les griffures du petit garçon de 4 ans ne sont pas trop graves. La propriétaire sera convoquée pour un rappel à la loi. Quant à l'agresseur, il échappe pour cette fois à l'euthanasie. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de téléphones portables. Après des années de forte hausse, les vols de téléphones sont pour la première fois en recul proportionnellement au nombre d'appareils en circulation. Les chiffres ont été donnés aujourd'hui. Explication principale de cette amélioration relative, les nouveaux dispositifs techniques. Sophie Rodier, Jean-Yves Blanc. Vous possédez le téléphone depuis quand? Celui-ci depuis février. Cette mère de famille vient d'être victime d'un vol de portable. Elle dépose plainte et ce n'est pas la première fois. Quelqu'un passe à côté, vous l'avez dans les mains et puis il s'envoie directement avec votre portable, quoi. L'an dernier, 182 500 portables ont été volés. Un chiffre en baisse significative alors même qu'on vend de plus en plus d'appareils. Selon les policiers, les campagnes d'incitation au blocage des téléphones ont été efficaces. Toute victime peut avoir ce réflexe. Dès lors qu'elle a fait opposition et qu'elle fait bloquer son téléphone, il est devenu totalement inutilisable. Donc il perd toute sa valeur, à la fois sa valeur pour le voleur, mais même sa valeur marchande sur un marché parallèle de revente aux puces. La clé de la lutte contre les vols de mobiles, c'est le numéro IMEI, le numéro d'identité du téléphone. Il permet à l'opérateur de bloquer définitivement le portable volé. C'est un numéro entre 15 et 18 chiffres. Pour le trouver, soit vous faites étoile, dièse, 06, dièse, et vous voyez apparaître ce chiffre dans votre téléphone et vous le notez très précieusement. Soit vous pouvez le trouver sur le coffret de votre boîtier, soit vous pouvez également le trouver sous la batterie de votre téléphone mobile. Les opérateurs recommandent donc aux 48 millions d'utilisateurs de mobile de bien noter ce numéro. Selon un sondage, un propriétaire de téléphone sur 2 a déjà ce réflexe. Nous retournons maintenant à la Courneuve. Il y a un an, le 19 juin 2005, un enfant a été tué par une balle perdue lors d'un règlement de compte. L'affaire avait provoqué une vive émotion. Des promesses avaient été faites par Nicolas Sarkozy, promesses d'emploi pour les jeunes du quartier, promesses de renfort d'effectifs au commissariat. 12 mois plus tard, le maire de la Courneuve estime que ces engagements n'ont pas été tenus. Alors qu'en est-il réellement? Enquête Gilles Marinet, Tristan Lebras. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. C'était en juin 2005, après la mort du petit Sidi Ahmed, tué par balle à la Courneuve. Nicolas Sarkozy promettait à sa manière de restaurer la sécurité. À côté du maire communiste, il annonçait également des emplois pour les jeunes. 257 embauches directes ont été recueillies, dont 158 à pourvoir immédiatement. Un an plus tard, le maire affirme que rien n'a changé. En matière de sécurité, les faits de délinquance ont même augmenté de 18,43%. Chiffre officiel, il attend encore les renforts. En termes de police de proximité, qui est à mon avis un des maillons essentiels pour reprendre confiance, renouer y compris le dialogue entre police et habitants dans les quartiers, on n'a eu aucun moyen dédié spécifique. Le ministère de l'Intérieur affirme que 10 policiers supplémentaires ont été affectés au commissariat de la Courneuve. Le maire n'a pas obtenu la police de proximité dont il rêve et il lui faut écouter les habitants des quartiers se plaindre des opérations coup de poing jugées inefficaces. Une trentaine de policiers ou de CRS pour prendre quoi? Un ou deux jeunes. Et le soir même, donc il y a plein de... On ne peut même pas sortir. Pour l'emploi, la NPE, la mission intercommunale, de grandes entreprises se sont mobilisées. 242 Courneuviens sont entrés en entreprise, la plupart avec des contrats courts. 42 ont décroché un CDI, 164 une formation. Un bilan mitigé puisque les contrats courts ont rarement été renouvelés. Aujourd'hui, les entreprises ne désirent pas en parler. Le profil des candidats ne coïncidait pas toujours avec les besoins des employeurs. Il y a eu beaucoup plus d'écoute de la part des entreprises en direction de la mission locale pour l'emploi. Maintenant, elles ne peuvent proposer que ce qu'elles ont en magasin, entre guillemets, c'est-à-dire les postes qu'elles ont l'intention de pourvoir, avec des compétences attendues. Une question de formation, mais au pied de certains immeubles, comme à la cité Verlaine, il y a aussi ceux qui ont décidé que les emplois proposés, souvent peu qualifiés, ne leur convenaient pas. Moi je suis même inscrit à la NPE, il y en a plein qui sont inscrits ici à la NPE. D'accord, du boulot, il y en a, tu vois, c'est pas vrai, on va pas dire qu'il n'y en a pas. Mais les boulots qu'on nous propose, c'est des boulots de magasinier, payés 906 € par mois. On peut même pas préparer notre avenir, on peut rien faire du tout avec tout ça.
Cet état d'esprit n'est pas celui de tous. 500 jeunes avaient postulé. Quelques dizaines ont trouvé un emploi stable. Le taux de chômage à La Courneuve reste de 20%. En Belgique, l'enquête sur la disparition des 2 fillettes à Liège. Le suspect, un homme de 38 ans, déjà condamné dans des affaires de mœurs, s'est présenté de lui-même à la police après avoir vu sa photo diffusée à la télévision. Il nie toute implication. Son interrogatoire continue en ce moment même. La sécheresse, on l'évoquait hier, vous le savez, 9 départements sont déjà touchés par les restrictions d'eau. On a un peu de mal à s'y retrouver car le printemps a été pluvieux, on l'a beaucoup dit. Alors comment expliquer ces premières alertes? En Seine-et-Marne, l'un des départements concernés, Mallory-Aounou, Annie Triboire. La plaine semble encore bien verte en Seine-et-Marne, du moins de loin. Car au pied des blés, la réalité est bien plus jaune, bien plus sèche. Cet agriculteur estime déjà que ses rendements chuteront de 20%. Moi, j'ai jamais eu ça. En 2-3 jours, hop, on voit des ronces dessinées, c'est grillé. Bah, tout simplement parce qu'il n'y a plus de réserve dans les sols, quoi. Il n'y a plus d'eau. C'est trop tard pour les blés, mais Christian Déric espère encore sauver ses betteraves grâce à l'irrigation si les restrictions ne montent pas d'un cran. Car le niveau des nappes phréatiques est inquiétant, voire critique. Depuis septembre, les précipitations ont observé un déficit de 25% par rapport à la normale. Les épisodes pluvieux de ces dernières semaines, eux, n'ont fait que nourrir la végétation sans réalimenter les sous-sols. Dans les 175 communes situées sur la nappe de Champigny, les restrictions ont déjà été renforcées et nous ne sommes qu'en juin. Et en plus de la quantité des ressources en eau, les habitants doivent s'inquiéter de leur qualité. La sécheresse augmente le risque de pollution parce que les pollutions sont beaucoup moins diluées et les processus d'épuration des rivières se font moins bien. Or, 40% des eaux des rivières rejoignent les nappes et sont donc susceptibles de les polluer. Cette année, la police de l'eau a commencé sa campagne de contrôle et de sensibilisation à la sécheresse avec un bon mois d'avance. L'inauguration tout à l'heure à Paris d'un mur des Justes au mémorial de la Shoah. Il s'agit de rendre hommage aux 2693 Français qui ont protégé ou sauvé des Juifs pendant l'occupation nazie. Le monument, premier du genre, a été dévoilé par Dominique de Villepin en présence d'Ehud Olmert, Premier ministre israélien en visite en France. Julia Delage, Evelyne Goldman, Didier Dahan. Des Justes, des amis des Justes, des enfants, des déportés, des résistants, tous vérifient que le nom de leurs proches ou de leur sauveur est bien inscrit. 2693 Justes, parmi eux Maurice Arnaud. Le petit garçon qui l'a sauvé pendant la guerre n'a rien oublié. Nous étions cachés chez des voisins parce que les rafles avaient commencé depuis une dizaine de jours. Et un soir, un samedi soir, il m'a sorti de Paris avec sa femme. Et il m'a sorti à 19h, 10h du soir, et à 3h du matin, sur dénonciation, il venait chercher mes parents. Hélène Duc est une grande comédienne. À 89 ans, elle a eu toutes les récompenses. Mais une médaille compte plus que les autres, c'est celle des Justes, qu'elle a reçue en 2005 pour avoir sauvé une dizaine de Juifs. Je ne pourrais pas ça parce qu'ils étaient Juifs. On faisait ça parce qu'ils étaient menacés par les Allemands. Que ce soit des hauts faits de guerre, oh non, sûrement pas, bien sûr. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une personne qui a été obligée, par sa nature propre, par son éducation aussi, d'être quelqu'un de net, quelqu'un de droit. Qui ne les avait pas. Et c'est un hommage que la France rend aujourd'hui à ces hommes et ces femmes d'honneur. Devant Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, Dominique de Villepin a salué leur courage par ces mots. Les Justes de France ont sauvé l'âme de notre nation. Ehud Olmert qui a rencontré aujourd'hui Jacques Chirac pour des entretiens sur le tracé des frontières d'Israël. Au Proche-Orient, justement, les violences se poursuivent entre les rivaux palestiniens du Hamas et du Fatah. Les territoires sont au bord de la faillite. Aujourd'hui, des centaines de fonctionnaires qui manifestaient pour réclamer leur salaire ont pris d'assaut le Parlement. La plupart ne sont plus payés depuis 4 mois. Le gouvernement, dominé par le Hamas, est privé d'aide financière internationale en raison de sa politique à l'égard d'Israël. Et voici une illustration étonnante de cette misère. De plus en plus de Palestiniens sont prêts à se faire passer pour des kamikazes uniquement dans le but d'être emprisonnés en Israël pour être nourris, pour être à l'abri et éventuellement pour bénéficier d'une formation ou d'un diplôme. Reportage Éric Monnier, Khaled Abouaker. C'était le 9 avril 2005.
Avec un ami, on s'est rendu sur un barrage. Les soldats israéliens nous ont fouillés, ils ont trouvé nos cocktails Molotov, on a été arrêtés, jetés en prison. Ce jeune Palestinien de 17 ans n'est pas un kamikaze. Et ce jour-là, son plan a parfaitement fonctionné. Je voulais être arrêté parce qu'ici, je suis un poids pour ma famille. En prison, je mangeais à ma faim et je touchais aussi une indemnité de 800 shekels que je reversais aux miens. 800 shekels, 150 € mensuels, l'allocation versée par l'autorité palestinienne à chaque prisonnier incarcéré en Israël. Le père de Nidal, au chômage depuis 2001, soutient son fils. Je comprends ce qu'il a fait, dit-il. Il vit et dort dans cette pièce avec ses 6 frères et sœurs. Il veut être bachelier. Comment on pourrait étudier ici, en prison, en Israël? On le peut. Nidal y restera 1 an. Et son cas n'est pas isolé. De plus en plus d'adolescents préfèrent l'univers carcéral aux normes israéliennes à la misère des camps de réfugiés palestiniens. Au seul barrage qui boucle Naplouse, plus de 200 enfants ou adolescents faux terroristes auraient tenté le même coup que Nidal depuis 2 ans. Mais pour l'armée israélienne, comment faire le tri entre vrais et faux kamikazes? On se souvient de ces enfants bardés de vraies ceintures d'explosifs arrêtés à un point de contrôle. Ceux-ci ne bluffaient pas. Là, vous voyez un faux pistolet, et ce qui doit être des charges bricolées. Au sein de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Fouad étudie désormais le phénomène de ces adolescents qui rêvent de prison pour sortir de la misère. Au début, on les arrêtait, et on les traitait tous en terroristes. Et puis on a compris que ce n'était qu'un jeu d'enfants. Enfin, c'est comme ça que je le nomme. Alors maintenant, on les interroge, puis on les remet aux autorités palestiniennes ou on les renvoie à la maison. Pour dissuader encore les volontaires, Israël ne dispense plus de cours aux prisonniers condamnés à moins de 3 ans. Mais dans les rues de Naplouse, où la pauvreté gagne chaque jour du terrain et où les terroristes et les prisonniers sont fêtés en héros, on peut penser que le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Un mot de l'Afghanistan avec la visite en France d'un groupe de femmes députées afghanes. Elles ont notamment été reçues à l'Assemblée nationale et ont assisté, vous le voyez, à la séance des questions au gouvernement, chaleureusement saluée par les députés français. Il faut savoir que l'Assemblée afghane, récemment élue, compte 1/4 de femmes et c'est tout de même 2 fois plus que chez nous. En France, justement, actualité sociale avec un bilan chiffré et mitigé pour le CNE, le contrat nouvelle embauche. C'est un peu la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Le rapport révèle que 90% des emplois créés l'auraient été de toute façon, mais les 10% restants représentent tout de même 44 000 emplois. Détail et illustration avec Peggy Leroy et Christian Leroux. Corinne Thérésien a le sourire. En 2 ans, elle a créé 6 crèches en entreprise. Cette année, elle va recruter une 50aine de puéricultrices. Elle a déjà 2 CV d'infirmières et un ou deux Mais CV ici, de... pas d'embauche en CNE. Elle ne propose que des CDI, histoire de garder les bons candidats. On a eu beaucoup plus de mal à trouver des bonnes personnes alors qu'on a des critères par ailleurs qui sont très précis de recrutement parce qu'on souhaite avoir un personnel de qualité pour s'occuper des enfants dans les crèches. Petite enfance, restauration, dans ces secteurs en pénurie de main-d'œuvre, le CNE ne séduit pas. Les employeurs préfèrent toujours les CDI. Résultat, la France ne comptait fin mars que 340 000 CNE. Seuls 10% correspondent à des embauches réellement nouvelles. Elles n'auraient pas existé sans ce type de contrat. 20% ne sont que des recrutements anticipés. 70% remplacent en fait des CDD ou des CDI. En tout, le CNE aurait donc suscité 44 000 embauches. C'est légèrement moins que prévu. Et pourtant, dans cette entreprise de téléphonie, les 3 derniers arrivants ont signé un CNE. Un contrat qui est arrivé à bon escient et qui a fait qu'on a embauché, dans les 6 mois, on a pris ces 3 personnes. Maintenant, refaire l'histoire et vous dire s'il n'y avait pas eu de CDE, est-ce qu'on aurait embauché 3 personnes ou une seule, c'est pas encore certain. Depuis leur création, 3 CNE sur 10 ont déjà été rompus et dans la moitié des cas, c'est le salarié qui a choisi de partir. Une flexibilité qui peut parfois séduire employeurs et employés. Le gouvernement est par ailleurs confronté à une nouvelle fronde de sa majorité. Les députés UMP refusent la privatisation de Gaz de France, préalable à la fusion avec Suez pour constituer un champion européen. Après l'épisode du CPE, c'est une nouvelle alerte. Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement et ministre du Budget, nous répondra dans un instant. D'abord, compte rendu d'une séance houleuse à l'Assemblée. Alexandre Cara, Bernard Connor.
À l'Assemblée nationale, le projet de fusion GDF-Suez, c'est d'abord un affrontement droite-gauche classique. Nous n'allons pas accepter que vous aboutissiez à une situation où le pouvoir d'achat des Français, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises, sera pris en otage par des actionnaires privés. Nous avons une opportunité. Créer un nouveau champion mondial dans le domaine du gaz. Parce que parfois en politique, il faut un peu de courage. À l'origine de ce projet, la volonté du géant énergétique italien Enel d'absorber Suez. Pour échapper aux prédateurs, l'État français, au nom du patriotisme économique, imagine un rapprochement Gaz de France-Suez. Mais voilà, conséquence directe de cette fusion, GDF se trouverait automatiquement privatisé, l'État ne conservant que 35% de l'entreprise, d'où une inquiétude, l'envolée des tarifs du gaz sans possibilité pour l'État d'intervenir. Après la crise du CPE, les députés UMP s'inquiètent de la réforme de trop. On a le sentiment quelquefois quand même que ce gouvernement dépend davantage de ce que pense le président de la République plutôt que de dépendre de ce que pensent les députés de sa propre majorité. Ça suffit maintenant véritablement de nous prendre pour des moutons de panurge que l'on envoie à l'abattoir de façon permanente. On a le génie dans notre pays pour casser ce qui marche. On est en train de casser EDF-GDF qui marchait bien. Résultat, il n'y a pas aujourd'hui une majorité suffisante à l'UMP pour permettre l'adoption de ce projet, ce qui pourrait remettre en cause le calendrier fixé par Dominique de Villepin. Voilà, et qui prévoit ce calendrier, un passage en Conseil des ministres le 21 juin, ou en tout cas d'ici fin juin. Est-ce qu'il est maintenu, ce calendrier, Jean-François Copé? À ce stade, oui, mais vous le voyez, on est pour l'instant dans le débat. Alors, pour l'instant, c'est maintenu. C'est vrai que la période, elle est difficile, c'est pas un scoop de vous dire ça. Enfin, en même temps, c'est un débat énorme. On voit bien ce qu'il y a derrière. Il s'agit de constituer le 4e groupe mondial en matière d'énergie en regroupant Gaz de France et Suez. Donc, une fantastique opportunité pour préserver l'indépendance énergétique de la France et des Français. Mais ceux qui nous regardent se disent, le prix du gaz va augmenter et s'il est indexé sur les prix du pétrole, il va augmenter encore plus vite si l'État ne l'encadre plus. C'est pour ça qu'on a prévu un certain nombre de garanties. Sinon, bien sûr qu'il y aurait de quoi s'inquiéter. Mais on a des garanties par rapport à ça. Et en particulier, le fait que plus un groupe est important, plus il peut peser sur le prix des fournisseurs. Et deuxièmement, l'État reste le premier actionnaire de ce groupe, dans ce projet, et en étant le premier actionnaire, il est en même temps régulateur. Mais l'État avait déjà dit, jamais Gaz de France ne sera privatisé, et puis finalement on s'aperçoit que Gaz de France va être privatisé. Oui, mais en même temps, il y a le principe de réalité qui est derrière tout ça. Enfin, on voit bien que le monde bouge, il faut aussi saisir des opportunités, d'autant que, je le répète, et sinon ça n'aurait pas de sens, il y a des garanties très importantes pour les consommateurs français, y compris d'ailleurs un tarif social, à l'image de ce qui se fait pour EDF, pour les plus modestes. Quand on voit cela, est-ce que le gouvernement a encore une majorité pour gouverner, Jean-François Copé? Mais la réponse, elle est oui. J'en ai un bon exemple, c'est le budget. Là, on entend les députés. Bien sûr, mais c'est normal qu'il y ait un débat. Bien sûr, ne serait-ce que, non pas sur le fond, mais sur le calendrier. Face à la menace d'obstruction de la gauche, on peut comprendre que ce débat existe au sein de la majorité. Enfin, en même temps, oui, il y a une majorité. Moi, j'en ai un bon exemple. J'ai présenté hier avec Thierry Breton le budget. Un budget dans lequel, pour la première fois, on va faire baisser la dépense en garantissant un service public qui soit de même qualité, voire meilleur pour tous les Français, et en finançant toutes nos priorités, sécurité, défense, école, emploi. Voilà la démonstration qu'on peut continuer de faire bouger les choses, naturellement. Justement, les syndicats, la gauche, sont vraiment opposés à ces 15 000 emplois supprimés dans la fonction publique et disent en gros on a coupé à la serpe, il y avait un objectif pour faire de l'affichage, 15 000 emplois supprimés pour dire voyez nous on travaille la réforme de l'État et que ça a été fait pour un objectif purement comptable. Non, mais il y a un maximum d'intox. Vous savez, moi j'en ai assez qu'on fasse croire aux Français que le service public va moins bien marcher si on n'augmente pas tous les ans le nombre de fonctionnaires. On peut plus fonctionner comme ça. Professeurs mais, attendez, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, nous venons d'avoir le chiffre de 5 millions de Français qui ont déclaré par Internet l'impôt sur le revenu. C'est une modernisation fantastique. À la clé, ça veut dire qu'il y aura besoin de moins de monde sur cette partie-là de la déclaration d'impôt, mais que d'autres métiers apparaîtront. Vous me parlez de l'école, mais l'école c'est aussi la même chose. Attendez, l'école, principe de réalité, il y a plus d'élèves l'année prochaine dans le primaire, donc on va augmenter le nombre d'enseignants. Il y aura moins d'élèves dans le secondaire, on va baisser le nombre d'enseignants. Sur le supérieur, on a du retard, on va créer 1500 postes de plus. J'ai fait pareil pour tous les ministères.
Nous avons, pour tous les ministères, fait un travail d'audit, il n'y a pas de passe-droit. Pour tout le monde, on fait au peigne fin, dépense par dépense. À la fin, en bas, ça fait une baisse de la dépense publique, une baisse d'effectifs, mais il y a des endroits où on crée quand même des postes, et au total, on va faire dépenser mieux l'argent public. Et ainsi baisser les déficits et les dettes, c'est-à-dire ce que demandent les Français. Globalement, et là c'est le ministre du Budget qui parle, est-ce que vous dites l'État est trop lourd, il faut le faire maigrir? Oui, mais intelligemment, pas de manière dogmatique. Il faut faire là où on en a besoin, c'est-à-dire en principe de réalité. Et l'intérêt de ce budget, c'est aussi que ça va permettre de prendre date vis-à-vis en particulier du PS, dont on voit très bien que la semaine dernière, ils ont fait un énorme programme avec ambiance 1936, 1981, nationalisation, 35 heures pour tout le monde, etc. J'ai cru comprendre, d'après Strauss-Kahn, que ça coûte entre 50 et 100 milliards d'euros. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils vont le payer en augmentant les impôts ou les dettes? Et c'est pas une petite question, car c'est de ça dont on va parler. Nous, on fait la démonstration qu'on peut faire un État plus efficace, performant, avec des résultats. Merci Jean-François Copé d'avoir répondu à nos questions. Encore un mot de politique pour vous dire que le temps de parole de l'UDF sera désormais comptabilisé dans celui de l'opposition. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui prend effet aujourd'hui avec des conséquences complexes, car les députés UDF qui n'ont pas voté la censure seront eux comptés avec la majorité. Il va falloir sortir les calculettes. François Bayrou en tout cas dénonce une décision sans queue ni tête et le Parti socialiste regrette une imputation sur son propre temps de parole. On en vient maintenant au football. Ils étaient très attendus. Ils ont donc déçu. Les joueurs de l'équipe de France se sont remis au travail après leur entrée manquée en Coupe du Monde. Le premier entraînement s'est déroulé en toute fin d'après-midi et auparavant, Thierry Henry et Franck Ribéry s'étaient expliqués devant les journalistes. Sur place en Allemagne, Manuel Tissier, Vincent Bouffartigue. Les murs du château de Münchhausen abritent aujourd'hui un cortège de doutes et de jambes lourdes. Quelques tours de roue ce matin pour évacuer la fatigue d'un match nul décevant. Franck Ribéry, en tête de peloton, roule sa mécanique. Mais hier soir, le petit bleu a découvert le stress des grands rendez-vous. Les matchs amicaux, là où je suis rentré, là je pense que je ne me suis pas posé de questions, je ne me suis pas pris la tête, j'ai joué mon jeu. Et que là, d'avoir débuté cette rencontre, je veux dire, c'est le premier match de la compétition. Et je veux dire, voilà, je pensais plutôt faire attention à des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Ce soir, il y avait match sur la petite pelouse d'Herzen. Les remplaçants d'hier affrontaient une sélection d'Hanovre sous les yeux du titulaire souriant. La France s'inquiète, pas les Bleus. Toujours muets en Coupe du Monde depuis juillet 98, les attaquants veulent quand même positiver. Depuis que je suis petit, quand je marquais pas de but, mon père il me faisait la misère et mon entraîneur il me faisait la misère. Donc c'est pas vous maintenant qui va m'empêcher de dormir ou quoi que ce soit. Je vis ça au quotidien. Je vis ça tous les jours. Quand je marque pas Arsenal, on dirait que c'est la fin du monde. Ce sera juste la fin du mondial si la situation perdure. L'heure est à l'union sacrée, selon Thierry Henry, qui aimerait que les questions ne portent pas toujours sur les mauvais points. Parlons de tout aussi. On ne va pas parler du penalty, on ne va pas parler des actions qu'on a fait, on ne va pas parler de ça. À un moment donné, je ne sais pas, si on cède pas entre nous, qui va le faire? La réponse appartient surtout aux joueurs et à Raymond Domenech. L'Angleterre et l'Italie ont gagné la Coupe du Monde avec un match nul en ouverture. Alors pour l'instant, rien n'est perdu. Mais vous l'avez sans doute constaté, la presse dans son ensemble est assez sévère avec les Bleus, la presse française, mais aussi la presse internationale qui s'interroge à voix haute sur ce qui ne fonctionne pas dans cette équipe qui n'a plus marqué en Coupe du Monde depuis 4 matchs. Julien Benedetto. D'ordinaire si discret, le capitaine sort de ses gonds. Image rare, symbole de l'impuissance des Bleus dans un premier acte raté. Ne pas battre la Suisse en 3 confrontations d'affilée n'a rien d'infamant, sauf quand on a l'ambition d'être champion du monde. Pourquoi les Bleus ne marquent-ils pas? Attention, cette séquence est un document. 12 juillet 98, Petit marque contre le Brésil. À ce jour, le dernier but des Bleus en Coupe du Monde. 8 ans, une éternité. Et pourtant, les Bleus ne manquent pas d'atouts offensifs. Henry à l'étoffe d'un titulaire dans l'attaque du Brésil. Hier, il n'a jamais fait la différence. Ribéry a les jambes pour dynamiser le jeu d'attaque des Bleus. Hier, il a pêché dans la finition. Il n'y a pas eu vraiment de frappe de loin et puissante, on a vu des gestes approximatifs, donc effectivement on peut se contenter du fait que l'équipe de France n'a pas pris de but. Mais enfin, souvent il rappelle, on est l'équipe de France, oui effectivement c'est l'équipe de France. Les Bleus sont-ils trop vieux?
Le lustre des années 90 semble s'effacer sous le poids des ans. Zidane emmène la troupe la plus vieille de l'histoire du mondial, 30 ans de moyenne d'âge. Mais Raymond Domenech peut-il se passer de ses cadres? C'est juste qu'il faut envoyer un message qui ne soit pas que l'équipe appartient aux trentenaires, l'équipe appartient aux cadres. Et je pense qu'il faut envoyer le message que l'équipe appartient à tout le monde et que la concurrence vaut pour tous. Les Bleus peuvent-ils s'en sortir? Contrairement à ses campagnes victorieuses de 1998 et 2000, l'équipe de France sait déjà qu'elle ne pourra pas faire jouer les coiffeurs lors du 3e match. Les Bleus devront batailler contre la Corée et le Togo pour terminer premier du groupe. Place aux Bleus de Chauffe. Et puis un autre des favoris a fait son entrée aujourd'hui dans le mondial, une entrée remarquée. L'Espagne a battu l'Ukraine 4-0. La Tunisie et l'Arabie Saoudite ont fait match nul 2-2. Christophe Duchion. Si le football était une corrida, alors l'Espagne serait sortie de l'arène avec les oreilles et la queue du taureau, avec en l'occurrence des honneurs bien mérités. Face aux Ukrainiens, les Ibères démarrent en fanfare dès la 13e minute de jeu, grâce à Gabi Alonso, 1-0. Il faisait à Leipzig un soleil d'Espagne et pour l'Ukraine une chaleur d'enfer, but de David Villa dont le tir est détourné par un jaune, 2-0. En début de deuxième période, l'arbitre accorde un pénalty plus que généreux puisqu'il n'y a pas pénalty. Et il expulse le malheureux fautif qui n'a pas fait faute. David Villa marque en force, 3-0. Maintenant, notre rubrique point de vue et image de la Coupe du Monde. En tribune, le futur roi d'Espagne et son épouse, la future reine, qui lui parle à l'oreille. Sur le terrain, les rois de l'arène, ce sont les Espagnols, qui ajoutent un dernier but de toute beauté. Fernando Torres, 4-0. Impressionnant, les jeunes d'Espagne qui ont pratiqué un football d'allégria. Si ça se trouve, la fièvre espagnole va s'emparer du mondial. En fin d'après-midi, Roger Lemaire a retrouvé le terrain de la Coupe du Monde qu'il avait quitté sans gloire il y a 4 ans avec les Bleus. Désormais, M. Lemaire entraîne les Tunisiens et quand ça ne va pas, Roger râle. Après 22 minutes de jeu, la Tunisie en blanc ouvre le score sur une reprise de Jaziri. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, l'Arabie Saoudite, entraînée par un Brésilien, égalise à la brésilienne grâce à Al-Khatani, 1-1. La fin du match est un rebondissement. Al-Jaber donne l'avantage aux Saoudiens, qui, paraît-il, en a promis un gros chèque en cas de victoire. Sauf que pendant les arrêts de jeu, le Tunisien Djaidi égalise de la tête, 2-2. Monsieur Roger n'en revient pas. Hier soir, vous le savez, c'est le Brésil qui a fait son entrée. Petite victoire pour les Brésiliens, 1-0 face à de très solides Croates, avec ce but du pied gauche de Kaka. Cela a suffi pour faire la fête à Rio la nuit dernière et danser la samba. Des écrans géants avaient été installés un peu partout. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h55, un téléfilm, Mes parents chéris, avec Catherine Jacob et Michel Aumont. À demain.